Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un immense plaisir de vous retrouver encore une fois de plus sur cette antenne, sur la 98.7 Océan FM pour discuter sur l'actualité politique du Sénégal. Comme tous les dimanches, nous recevons un invité. Notre invité s'appelle M. Amadou Deme. Bonjour, M. Deme. Bonjour, M. Diouf. Nous passons à la présentation de l'invité. Ou bien je vous passe d'abord la parole. Vous saluez nos chers auditeurs. Oui, merci beaucoup, M. Diouf. Donc d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Ensuite, je salue donc l'ensemble de vos auditeurs. Donc, et j'ai prie Dieu, en tout cas dans sa sagesse infinie, donc pour que nous passions une excellente émission, en tout cas qui puisse impacter positivement. Amen. Donc la compréhension ou bien donc l'entendement des auditeurs donc de Océan FM. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, on passe à la présentation de l'invité qui est Amadou Deme. Monsieur Amadou Deme est le secrétaire général de l'Union départementale des coordinations Parti socialiste de Foundiougne. Il est membre du bureau politique, vice-président du conseil départemental de Foundiougne, secrétaire général syndicat des travailleurs de la Poste. Vous confirmez cette présentation? Oui, effectivement, je confirme. Sinon, dire que je suis en même temps membre du comité central du parti. Et je suis le premier adjoint à l'Union régionale PS, donc de la région de Fatick. Okay. Monsieur Deme, je vais débuter cet entretien par votre parti, le Parti socialiste, à l'heure des grands retrouvailles. Le Parti socialiste occupe une place bien visible dans le décor politique sénégalais pour avoir gouverné pendant les 40 premières années de l'indépendance. Depuis votre chute du perchoir en 2000, le parti peine à moderniser sa vision pour convaincre la jeune génération, d'autant plus que les querelles internes ont fini de le fissurer. Un flanc est resté avec Aminata Mbengue Ndiaye dans la coalition Benno Bokk Yakaar et l'autre parti poursuit avec Khalifa Sall l'aventure de l'opposition. N'est-ce pas une situation que vous avez vécue et qui a été très difficile pour tous les socialistes? Oui, d'abord vous me permettrez de vous remercier donc, pour la présentation à vous faite donc, de mon parti, dont l'histoire est intimement liée donc, à l'histoire du Sénégal. Parce que le Parti socialiste est le parti le plus ancien du Sénégal, créé en 1948. Et qui a eu également, comme vous l'avez indiqué, donc, à présider aux destinées donc, des Sénégalais durant 40 ans. Tout à fait. Maintenant, je ne suis pas d'accord lorsque vous dites que depuis notre chute, nous peinons donc, à convaincre donc, la jeune génération. Parce qu'aujourd'hui, celui qui préside donc, aux destinées de tous les Dakarois est un pur produit du parti qui nous a rejoint à plat défaite. Donc Alioune Ndoye, monsieur le ministre Alioune Ndoye, qui est maire de Dakar Plateau, nous a rejoint à plat défaite. Babacar Diop, le maire de Thiès, nous a rejoint à plat défaite. Et tant d'autres. Je pense que nous le devons à un homme à qui nous devons beaucoup, à qui le parti doit beaucoup. Et donc Ousmane Tanor Dieng. Ousmane Tanor Dieng. Et je prie encore une fois Dieu de l'accueillir dans son paradis céleste. Amen. Donc, comme vous l'avez indiqué, effectivement, dans la vie du parti, la vie du parti est un peu rythmée, donc avec des ruptures un peu douloureuses et des retrouvailles heureuses. D'abord, ceux qui ont créé le parti en 1948, c'était les démissionnaires de la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière. C'était Senghor, bien entendu, c'était Mamadou Dia, c'était Cissé Loum, c'était Boissé Paloum, c'était Edouard Diatta et tant d'autres. Les 7 membres fondateurs, les Brahma Seydou Ndaw, qui avaient démissionné donc la SFIO pour créer le BDS. Le bloc démocratique. Bloc démocratique sénégalais. En 1956, lorsqu'on s'est retrouvé avec les Hassan Sek du mouvement autonome de Casamance, avec les Abbas Gueye, donc le père de Mamatar Gueye,
donc avec Ablaye Fofana, les socialistes unitaires, nous avons changé d'appellation. De BDS, nous nous sommes retrouvés au BPS, donc au Bloc Populaire. C'est après les élections sénatoriales de 1956, avec la victoire du parti sur le groupe des Lamine Gueye, des Ablaye Gueye Kabri, des Tchernoba, que de BPS, nous sommes devenus donc UPS. Donc l'histoire du parti, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc est rythmée donc par des ruptures un peu douloureuses. L'UPS, c'est l'Union progressiste sénégalaise. Donc qui a amené le pays à l'indépendance en 1960. Donc c'est pour dire que donc le parti, donc son histoire est rythmée donc à ces ruptures et à ces retrouvailles. Maintenant, comme vous l'avez indiqué, dans un certain moment de la vie, de l'histoire d'une organisation comme la nôtre, évidemment, donc on peut avoir des divergences d'appréciation, des divergences de vue, des divergences de position, qui a fait que donc nous sommes séparés donc des camarades donc du groupe à Khalifa et autres. Bon, avant donc Khalifa, il y avait d'abord Robert Sagna, il y a Soutou Touré, donc il y a d'autres camarades, il y a Ibrahim Agne qui avait créé des partis, il y a Mbaye Jek Diop, Djibo Leïtika, Moussa Fagnas qui avait créé des partis et qui avait quitté le bateau socialiste. Mais je garde espoir que nous nous retrouverons parce que nous avons passé avec ces camarades tant qu'ils sont des moments très forts donc de lutte, des moments d'introspection et de vérité, donc des moments dans des combats politiques exaltants menés ensemble. Et moi je pense que par ce passé commun, il demeure une partie de nous-mêmes, une partie du Parti socialiste. Et évidemment, nous sommes tous des socialistes. Donc il y a une nouvelle donne politique au Sénégal et cette nouvelle donne nous recommande donc de nouveaux comportements, nous recommande de nouveaux réflexes. C'est une question de survie pour nous. Nous sommes obligés d'aller ensemble. On reviendra sur cette nouvelle donne. Alors, au lendemain de la présidentielle 2024, toutes les parties dissidentes du Parti socialiste, constatant leur échec dans la division, n'ont qu'un seul choix: enterrer les démons du passé et se retrouver. Êtes-vous vraiment optimiste de cette tentative de réconciliation, car au cas où ce grand parti ne réussit pas cette réconciliation, si vous voulez, vous risquez d'exister désormais que dans les annales? Effectivement, vous avez parfaitement raison, mais il faut d'abord préciser que c'est un projet. C'est un projet, et donc un projet a des étapes. La vérité, c'est que le parti déjà est en lambeaux. Les gens se regardent en chien de faïence. Le parti n'est plus animé depuis quelque temps. Le militant n'est plus galvanisé. Il y a même une rupture donc, de la corde donc, qui liait le parti donc, aux militants de base. Je pense que la première étape du processus, c'est d'abord donc, de refaire le parti, de ranimer le parti et de trouver en tout cas des moyens d'aller en congrès extraordinaire. Donc pour qu'à la tête du parti, nous portions un jeune, peut-être même inconnu des Sénégalais, mais qui puisse rivaliser donc, avec ceux aujourd'hui qui ont la destinée du Sénégal. Donc c'est un processus. Ce qu'il faut également préciser, c'est que nous sommes une entité politique. Taxawu Sénégal est une entité politique. Il faudrait également des discussions approfondies, donc adossées sur un programme commun de gouvernance, donc pour que nous puissions, donc avec ces camarades-là, donc trouver une formule qui nous permet de nous retrouver par respect donc, aux hommes et aux femmes qui durant toute nos vies sont battus pour faire de ce parti ce qu'il est. Nous le devons d'abord à ces, donc par devoir de mémoire, à ces hommes et à ces femmes. Nous le devons à nous-mêmes, mais également nous le devons aux générations futures. Surtout nous le devons au pays. Ma conviction est que c'est le projet socialiste qui peut sortir ce pays donc des difficultés dans lesquelles donc, le pays est plongé. Maintenant, au-delà du Taxawu Sénégal, donc des Khalifa et de ses amis, moi, je pense que l'intelligence serait, et la générosité, le réel politique, serait de ratifier l'arche, de construire un très grand pôle de gauche pour qu'il ait beaucoup plus de visibilité donc dans la langue politique sénégalaise. Parce qu'il y a beaucoup de partis de gauche, certains donc, viennent du parti, donc, comme les Malikakou, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le Renouveau, l'AFP, donc Robert Sagna, le parti de Robert Sagna, de Soutou Touré, le parti d'Ibrahim Agne. Donc tous ces grands partis, Babacar Diop de Thiès, mais tous ces partis de gauche-là,
donc doivent avoir l'intelligence et la générosité de dépasser leur ego et puis de construire un grand pôle de gauche et d'offrir aux Sénégalais une offre politique crédible, alternative, donc à ce qui s'est fait dans ce pays depuis 2000, donc sous le magistère d'Abdoulaye Wade. Okay. L'élection présidentielle du 24 mars dernier livre des enseignements quant à la recomposition de la classe politique au Sénégal. Pour cause, elle a vu la dégringolade de l'ensemble des figures et des partis qui ont dominé la vie politique depuis plusieurs années. Est-ce qu'il n'est pas temps de penser, comme vous l'avez dit, au renouvellement de la classe politique sénégalaise, c'est-à-dire que retraite anticipée des dinosaures, si je peux m'exprimer ainsi? Non, je ne pense pas. Je pense que si on se base sur les résultats de l'élection présidentielle donc de 2024, de 2024, mars, nous avons tout faux. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un référendum. Il y a des Sénégalais, en certain moment de l'histoire du pays, donc ne voulaient plus de la gestion donc, du président Macky Sall. Okay. Vous pensez ça vous pensez que c'est un référendum? Non, c'est un référendum. Okay. Il y a certains qui voulaient un changement, d'autres voulaient une continuité. Okay. C'est pourquoi notre candidat, le candidat du Benno Bokk Yakaar, a eu l'intelligence de parler de changement dans la continuité. Mais c'est un référendum. Hein. Moi, je suis convaincu que les 1% donc, de Khalifa Sall, donc Khalifa a une représentativité qui dépasse de loin 1%. Le pur, mais une représentativité qui dépasse de loin donc ce que l'autre obtenu et d'autres partis. C'est un référendum. Il y a des Sénégalais qui ont voté vraiment, qui ont voulu voter mais utile. Moi, je suis de Khalifa. Mais je pense que Khalifa ne peut pas changer ce qui se passe dans ce pays. Et moi, je veux un changement. Je vais voter donc, la coalition de mon président parce que j'ai espoir qu'avec eux, donc une alternative possible. Il y a également des militants du PUR qui m'ont dit qu'ils n'ont pas voté pour le parti. Qui ont voté utile. Parce qu'ils savaient que la coalition de Diomaye au moins avait une chance donc de provoquer l'alternance politique. C'est pourquoi, si on se réfère sur ce qui s'est passé donc, aux dernières élections, donc on a tout faux. Je pense qu'il appartient aux différents candidats donc, qui étaient en compétition donc de retravailler comme je l'ai indiqué et puis faire en sorte que donc, de construire un bloc. Moi, c'est ça mon souhait, c'est ça mon souhait, de construire un grand bloc donc de pôle de gauche. Mais est-ce qu'on ne doit pas penser à la contrainte de l'âge et de l'électorat de plus en plus jeune? Non, bien entendu, parce que lorsque vous avez un président qui a mais 40 ans, mais souvenez-vous, Abdou Diouf avait 45 ans lorsqu'il était président de la République. Oui, très jeune. Donc, Abdoulaye Wade était de loin plus âgé qu'Abdou Diouf. Oui. Et pourtant, Abdoulaye Wade l'a bousculé. Je ne pense pas que ce soit une question d'âge. Bon, vous me direz que c'est important. Est-ce que les réalités sont les mêmes? Oui, je sais. C'est une question de discours. Okay. Ces personnes qui sont là donc, ont été populistes. Moi, c'est mon point de vue. Ils ont trouvé un terreau fertile, c'est-à-dire l'ignorance donc, des jeunes, les difficultés donc, des jeunes, le coût de la vie cher, mais ils ont surfé là-dessus. La preuve. Mais ils sont rattrapés par leurs promesses mirobolantes. C'est ça la vérité. Ils n'ont fait que 2 mois pour le moment. Qu'un seul mois, je pense. Non, je sais. Mais... Moins de 2 mois. Oui, je sais. Mais de par les actes posés et puis de par le reniement sur certaines promesses, donc ils avaient tenu donc, plusieurs fois donc, devant les Sénégalais, notamment l'appel à la candidature et pas mal de projets. Je pense que les Sénégalais comprendront, donc à leur dépens, bien entendu, que les promesses qu'ils avaient données, ceux qui ont cru, mais c'est eux qui ont voulu y croire. Hein. Mais même ceux qui faisaient des promesses ne croyaient pas. Moi, c'est ma conviction. Parce qu'au contact maintenant du pouvoir, les gens se rendent compte que dans l'opposition, donc on peut dire ce qu'on veut, mais une fois au pouvoir quand même. Et vous sentez même dans le discours que, comme disent les jeunes, donc, que ce soit son excellence Bassirou Diomaye Faye, que ce soit son premier ministre, donc ils font du sortie-glace. Donc le discours est devenu beaucoup plus conciliant, beaucoup plus calme, beaucoup plus raisonnable. Ok, que les réalités du pouvoir diffèrent de loin donc des promesses de l'opposition. Comme ce fantôme au mains vides qui promettait tout, il a compté de tout et qui n'avait rien. On verra de toute façon. Alors, l'émergence de nouveaux profils sur la scène politique sénégalaise, depuis quelques années, de nouvelles figures émergent
particulièrement depuis les élections locales et législatives de 2022. Parmi eux, certains qui accompagnaient déjà les ténors et qui sont bien connus, d'autres inconnus au bataillon, mais restent tous ambitieux à conquérir le terrain politique. Mais il y a aussi ceux qui, comme Ousmane Sonko, qui se sont défendus contre vent et marée pour gagner une certaine popularité. N'est-ce pas une réalité politique indiscutable pour le moment au Sénégal? Oui, c'est un constat. Donc c'est un constat qui est là. Et le refuser, c'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Parce que c'est un constat qui est là. Ousmane Sonko, pour ne pas le nommer, est parti en 2017. Il a été élu donc, par le plus forest. Donc en 2019, donc, il s'est battu. Donc, il est devenu troisième à l'élection présidentielle derrière. Il s'est battu durement. Durement, donc derrière Idrissa Seck. Et donc malgré les turpitudes, malgré la compression du régime, malgré les attaques, donc, mais il est parvenu à élire son candidat en 2024. Donc c'est un constat. Ne pas maintenant le reconnaître, c'est comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est preuve de malhonnêteté intellectuelle. C'est des jeunes qui ont du mérite, qui sont battus. Mais comme je l'ai indiqué, dans beaucoup de cas, donc il y a eu du populisme, même pour le projet. Beaucoup de Sénégalais parlent de projet. Donc ils ont fait comprendre aux Sénégalais que tant que Macky Sall est là, ou bien tant que le système de Macky Sall est là, vous ne sortirez pas de vos difficultés. Donc ils ont parlé de projet alors que le projet n'existait même pas. Donc, un projet qu'ils disaient donc, être conçu par plus de 4000 cadres. Il n'y a pas de projet. Ce qu'ils disent finalement, c'est que d'ici le dernier trimestre de l'année 2024, donc le projet sortira. Ça veut dire que le projet n'existait pas. Je pense qu'ils ont trompé en fait les Sénégalais, qu'ils ont induit les Sénégalais en erreur, qui ont voté donc, en pensant que leurs difficultés donc, seraient derrière eux, mais qui malheureusement vont se rendre compte, et moi c'est ma conviction, que les promesses donc, d'un opposant donc, ne sont pas pareilles donc lorsque cet opposant est au pouvoir. En tout cas, on a constaté qu'ils vont maintenir certains projets de l'ancien régime, surtout les 100 000 logements sociaux. Non, je ne parle même pas qu'ils vont. Ils sont obligés de maintenir. Mais Diouf. Non, pour le moment, c'est le seul. Diouf, oui. Le référentiel aujourd'hui au Sénégal en matière de développement économique, mais c'est le PSE. Mais ne disaient-ils pas, eux, que lorsqu'ils entendaient l'FMI ou la Banque mondiale féliciter le Sénégal, ils avaient peur parce qu'ils étaient convaincus que ni le FMI, encore moins la Banque mondiale, ne peuvent développer un pays. Mais ce qu'ils disaient. Oui, c'est ce qu'ils disaient. Et aujourd'hui, le seul référentiel en matière de développement économique du pays, mais c'est le PSE. Mais qu'ils ont voué aux gémonies. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le PSE? Donc sur la politique sociale. Mais ils avaient même dit que ce soit les bourses de sécurité familiale et pas mal donc d'actes que le président posait allant dans le sens donc d'alléger la souffrance des populations, qu'il allait donc y revenir. Mais il est maintiennent les 100 000 logements aujourd'hui. Mais ils reconnaissent que le pont de la Mauritanie est un projet structurant. Ils reconnaissent que le pont de Founioune est un projet structurant. Ils reconnaissent que le BRT sont des projets structurants. Comme je l'ai indiqué, ils ont versé beaucoup trop dans le populisme et ça les rattrape malheureusement. Ok. Qui vivra verra de toute façon. Alors, on sort un peu de ce discours. Alors, on revient surtout sur l'APR, l'ancien premier ministre Amadou Ba, candidat malheureux de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle du 24 mars dernier et de retour au bercail. Alors, chef de l'opposition, au vu de sa performance, 35%, 35,79%, il arrive au moment où les langues commencent à s'édifier sur son supposé différend avec le président Macky Sall. Va-t-on vers un éclatement de la paire, car Macky Sall tient toujours les cordes de son parti jusqu'à présent? Oui, souvenez-vous, lors de l'investiture du candidat, donc Amadou Ba, par la paire, il y avait une motion demandée au président Macky Sall de continuer à présider aux destinées de la paire. Vous vous souvenez-vous? Oui.
on se souvient. Donc, c'est pas étonnant que le président puisse vouloir de l'extérieur continuer à présider au destiné de la paix. Mais ce que je sais, c'est que donc, Amadou Ba a été victime de lâcheté en fait de la part du président de la République et de certains de son entourage. Et malgré ça, quand même, j'ai du respect pour cet homme parce qu'il s'est battu donc, avec ses armes et il est sorti avec un score vraiment honorable de 35%. Plus que Macky Sall en 2012, plus que Abdoulaye Wade en 2012 et un peu donc, comme Diouf en 2000. Donc c'est un score qui est honorable. Maintenant, moi c'est mon humble avis. Si j'avais des conseils à lui donner, je n'ai pas cette prétention, mais si j'avais des conseils à lui donner, je lui aurais conseillé de créer un parti politique. De sortir complètement de la paire et de créer un parti politique. De compter ses hommes, parce que les coups qu'il a reçus, mais ce sont des coups de ses propres camarades de parti. Nous l'avons investi donc, à la maison du parti. Nous sommes investis, mais sur le terrain. Les autres partis, donc il avait investi comme l'AFP et d'autres partis, se sont investis comme celui de Bodian Fada, se sont investis, mais sur le terrain. Mais on a senti que, donc au niveau de la paire, certains que le président de la République Macky Sall, pour ne pas le nommer, pouvait manipuler, il les a manipulés, mais ils n'ont rien fait. Donc pour que le candidat gagne, c'est ça la vérité. Et le ministre Abdoulaye Seydou Sow l'a dit la dernière fois, mais le président ne voulait plus d'Amadou Ba comme candidat. C'est ça la vérité. Oui, d'ailleurs, Abdoulaye Seydou Sow a soutenu que le président Macky Sall avait envisagé même de remplacer son candidat par un autre à cause d'une brouille entre les deux hommes. Moustapha Diakhaté également a soutenu que le président Sall a manqué de loyauté envers son parti en facilitant Bassirou Diomaye Faye l'accès à la magistrature suprême. Ce n'est plus ni moins que la haute tradition. C'est ce que dit... Alors, ça confirme ce que vous venez de dire? Non, comme vous l'avez indiqué, les langues commencent à se délier. Et moi, je vous dis, donc je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a même des livres qui vont sortir. Et les Sénégalais seront beaucoup plus édifiés sur ce qui s'est passé réellement donc, durant les élections présidentielles. D'abord, ce que moi, je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre. Les gens en voulaient au président Macky Sall, parce que Macky, quand même, qu'on le veuille ou non, c'est quelqu'un qui a eu un bilan matériel. Les gens qui l'attaquaient parlaient souvent de bilan immatériel, surtout d'indépendance de la justice. Le combat amené, le combat amené. Mais les gens en voulaient, ça on le savait. Mais quand même, lorsqu'il a reporté les élections présidentielles, parce que le candidat quand même ne peut pas aller un vendredi enregistrer les élections qui devaient démarrer dimanche, un samedi matin, vous vous réveillez, mais vous reportez les élections. Je pense que si la haine que certains Sénégalais avaient contre le président Macky Sall était de 10%, mais ça a été multiplié par au moins 50%. 50%. Donc, lorsqu'il a parlé également d'amnistie, mais même ceux qui étaient en prison ne voulaient pas être amnistiés, mais il a été le seul à vouloir amnistier donc ceux qui étaient en prison. Il y a deux choses l'une. Soit ceux qui étaient en prison, qu'on avait accusés de terrorisme, donc c'était des accusations farfelues et fausses, soit la sécurité des Sénégalais, mais était le dernier souci du président Macky Sall. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui est accusé de terrorisme, donc qui est en prison, qui n'est pas jugé, mais qu'on puisse même sans le juger, mais le sortir de prison. C'est des choses que les Sénégalais ne pouvaient pas comprendre. Tout à fait. Donc j'ai également ouï dire qu'entre Ousmane Sonko et le président Macky Sall, il y a eu un deal, mais ça, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc ça peut être des supputations, des conjonctures, je ne vais pas m'aventurer, mais je sais que les Sénégalais seront édifiés sur beaucoup de choses demain. Ce que je sais, c'est que Macky Sall ne voulait plus d'Amadou Ba, donc au président de la République. Et c'est ça qui était un paradoxe. Maintenant, les gens qui l'avaient accompagné donc, dans cette cabale contre Amadou Ba, le président aujourd'hui est le porteur de sac de Macron, et ceux qui l'ont accompagné donc, dans cette cabale contre Amadou Ba sont là, donc au Sénégal, dans l'opposition. Oui. C'est les gens qui vont goûter à l'opposition. Tout à fait. Malheureusement, ils n'ont pas été responsables ni intelligents. On a même vu des ministres de la République attaquer directement, des proches du président de la République, attaquer directement Amadou Ba. Non, je vous dis, le premier communiqué sans être inquiété même. Le premier communiqué du sein de la paire, donc après la défaite, ils m'ont félicité donc son excellence Bassirou Diomaye Faye, ils m'ont remercié le président Macky Sall, mais ils n'ont cité aucunement le nom d'Amadou Ba. Donc dans le communiqué, ça veut beaucoup dire. Oui, ça veut beaucoup dire. Donc politiquement, c'est des gens qui ne voulaient plus d'Amadou Ba comme candidat. Et je sais que s'il a du courage maintenant, il faut avoir maintenant des épaules et puis des reins très solides. Donc croire en lui, créer un parti politique et se battre comme tout le monde. Okay. Si j'ai un conseil à lui donner, c'est le conseil que je lui ai donné.
Ok. Il n'a qu'à quitter l'APR et créer son propre parti. Sa propre formation politique. Oui, s'inspirer du cas de Macky Sall avec le PDS. Alors, sinon, qu'est-ce qui va se passer s'il ne le fait pas? Bon, s'il ne le fait pas, moi je sais que son existence, le Benno, moi je considère que le Benno est dans le passé. Moi, donc je ne parle plus de Benno, je parle de mon parti. Et comme je le dis, nous avons un projet donc, de nous réconcilier avec des camarades donc, avec qui nous étions. Au-delà de ces camarades, nous avons l'ambition de construire, nous devons en tout cas construire un grand pôle de gauche. Pour moi, l'histoire de Benno est révolue et l'histoire de Benno est derrière moi. Donc c'est ma conviction. En attendant, bien entendu, que les militants se prononcent là-dessus. Maintenant, Amadou Ba n'a plus d'autres alternatives donc, que de créer un parti politique. Voire même qu'il n'a qu'une seule donc même alternative, c'est de créer un parti politique. Vouloir maintenant se battre donc au sein même de l'APR, je pense que je lui déconseille en tout cas. Okay. Et s'il sort de l'APR, est-ce qu'il sera le principal leader de l'opposition? Non, de fait, parce que à part des élections présidentielles, de fait, c'est lui le leader de l'opposition. Que l'APR le veuille ou non, c'est Amadou Ba le leader de l'opposition. Qu'il crée un parti qui reste donc dans l'APR, qu'il se batte dans l'APR, c'est lui, Amadou Ba, qui était candidat. Il est leader de l'opposition aujourd'hui du Sénégal. Qu'il crée un parti ou pas. Ok. Moi, c'est ma conviction. Ok. Donc, c'est à discuter encore. Peut-être d'autres vont dire autre chose. De toute façon, on verra. Alors, on sort un peu sur l'APR. On attaque un autre volet sur les réserves menacées par la boulimie foncière. Dakar est l'un des métropoles ouest-africaines les plus dynamiques de la région. La poussée démographique pressant la ville au risque d'imploser se devait de s'étendre, quitte pour cela à empiéter sur les domaines classifiés. En 2019, la forêt classée de Mbao avait vu 216 hectares de sa superficie octroyés à une usine de cimenterie. Une décision gouvernementale de déclassifier 10 autres hectares dans la forêt classée pour la mise sur pied d'un cimetière urbain avait soulevé même des protestations. Selon votre perception, quelles sont les solutions pour régler tous ces problèmes-là? Bon, comme vous l'avez indiqué, il y a des problèmes dans le foncier au Sénégal. La vérité, c'est que c'est depuis le magistère du président Abdoulaye Wade que ces déqualifications ont commencé, que cette boulimie a commencé, que cette désarticulation a commencé. Parce qu'il y a des zones non édificantes qui ont été habitées. Donc c'est la zone de captage. Un exemple. La vérité, c'est qu'il faudrait qu'on ait le courage de revoir la loi. Parce que c'est la loi 6446 du 17 juin 1964 qui encadre donc, le foncier au Sénégal. Il y a eu maintenant la commission nationale sur la réforme foncière qui a été dirigée par feu le professeur Souran. Les rapports sont là, donc les conclusions sont là. Il faut une volonté politique pour tout réorganiser. Les gens ont parlé maintenant de l'électoral, mais ce qui est paradoxal, donc avant même que le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye, ne prenne la décision, mais la veille, mais on a vu Atepa en parler. C'est ça qui est paradoxal en fait. À la RTS même. Oui, bien sûr. Donc, je me demande dans quel pays nous sommes. La veille de la décision du président Bassirou, comme moi j'apprécie, parce qu'il faudrait quand même, ce qui se passe en Bourkat, donc à Thiès, ce qui se passe dans d'autres localités quand même, donc il faudrait que les gens s'arrêtent et que les gens disent la vérité. Et la vérité, c'est que, mais pourquoi vouloir auditer à partir de 2020? Comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Mais ça a débuté sous Wade. On doit aller au-delà de 2020. Mais il faut aller jusqu'à 2000. Les Sénégalais seront édifiés sur beaucoup de choses. Le président Bassirou Diomaye Faye également, et son premier ministre, sont tous mais issus des impôts et domaines. La vérité, c'est que tout ce qui s'est passé dans ce pays, les principaux responsables, mais c'est les agents des impôts et domaines. Bon Dieu.
Mais qu'ils nous disent comment ils ont fait pour disposer d'abord de leur terrain avant de construire leur maison. D'abord le premier Sonko. Donc ensuite, son excellence Bassirou Diomaye Faye. Ils étaient tous deux secrétaire général du syndicat des impôts et domaines. Et à chaque fois qu'il y avait des délibérations, ils avaient leur quota. Mais qu'ils disent au Sénégal, eux et leurs entourages, comment ils ont fait pour disposer de terrain à Dakar. Et ça, mais pour que les Sénégalais soient édifiés, le meilleur moyen c'est d'aller faire les audits à partir de 2000. Je suis d'accord qu'il faut légiférer. Je suis d'accord donc qu'il faut sanctionner. Je suis d'accord mais qu'il faut auditer. Mais bon Dieu, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. La vérité c'est que les principaux responsables, il y a l'État, mais eux ce sont des démarrements de l'État. Ils viennent tous des impôts et domaines. Qu'ils nous disent d'abord comment ils ont fait eux et leur entourage pour disposer donc de terrain à Dakar. C'est pas parce qu'on est syndicaliste que le syndicalisme pour moi n'est pas en passe-droit. Mais qui sont-ils eux pour avoir beaucoup plus de mérite que vous ou moi? Mais en quoi, bon Dieu, un syndicat doit-il se lever et dire que à chaque fois qu'il y a des délibérations, parce que nous sommes des impôts et domaines, il faudrait qu'on nous donne notre quota. Il faut auditer à partir de 2000 pour que les Sénégalais puissent édifier sur beaucoup de choses. C'est comme ça que ça se passe dans ce pays. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et ce qui est anormal, les fonds communs là, mais pour moi c'est anormal. Vous faites votre boulot, bon Dieu. Mais pourquoi? Parce que vous devez faire votre boulot, donc proprement. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas vous corrompre, mais qu'on doit, disons, vous trouver un pactole que vous partagez chaque 3 mois. Comme si vous êtes plus méritant que les autres Sénégalais. Donc ils sont au front et qui défendent donc les couleurs du pays, qui veillent sur notre sécurité. Ils sont qui eux? Pour auditer, à mon avis, et ce que je propose, je le dirai partout, il faut aller au-delà. Au-delà de 2020, il faut aller depuis 2000, parce que c'est depuis Abdoulaye Wade que les problèmes fonciers ont commencé à se poser donc, au Sénégal. L'histoire de Mbane est là, il y a d'autres cas qui étaient là, il faut aller depuis 2000. Donc ça veut dire que l'audit, on le fait de manière précipitée. Non, ils ne le font pas de manière précipitée, parce qu'ils sont intelligents. Ils savent que s'ils remontent au-delà de 2000, mais feront partie des gens qui seront jetés en pâture. Hein. Les Sénégalais risquent d'être édifiés, ils seront même surpris. Le mal est trop profond. Le mal est profond, je suis d'accord. Moi, j'apprécie et je l'encourage. Il faudrait que les gens, en certains moments, s'arrêtent et se disent des vérités. Celui aujourd'hui qui est leur parrain, mais c'est lui qui a dit qu'il a vendu à Yerim Sow, mais c'est lui qui a vendu à Edra Silla. Donc l'hôtel là où il était logé après, là que je me pose là, pourquoi ils ne rentrent pas chez eux ou bien qu'ils ne vont pas au palais? Depuis qu'ils sont élus, ils sont dans des hôtels. Mais avec des factures mirobolantes. Donc c'est Atepa qui a vendu à ces deux personnalités-là. Donc les gens parlent de littoral. Mais souvenez-vous du combat entre Atepa et Abindour. Oui. C'est quelqu'un également qui a la boulimie foncière. Et c'est lui qui est derrière. Donc ces jeunes-là, comme leur parrain. C'est lui qui est derrière donc ce jour-là, monsieur le foncier. Moi j'applaudis et j'encourage le président Bassirou Diomaye Faye, son excellence, d'aller jusqu'au bout donc, de la logique, donc de recadrer. Mais la base, c'est d'avoir le courage de nous asseoir avec les acteurs, avec les juristes, de revoir la loi 64-48, 17 juin 1964 sur le domaine. Donc la justice a du pain sur la planche, il doit beaucoup... seule la justice peut trancher. Bien entendu. Donc on verra. Alors, le Sénégal publie la liste des 132 navires nationaux et 19 bateaux étrangers à pêcher dans les eaux sénégalaises. Est-ce que cette mesure ne répond pas au principe de transparence dans la gestion des ressources naturelles qui constituent un patrimoine national? Oui, au constat quand même, il faut dire, parce que depuis des années, donc les pêcheurs quand même donc, se plaignent depuis des années. C'est ça également la vérité. Maintenant, est-ce que c'est à cause donc, de licence de pêche? Je ne suis pas sûr. Seul on nous dit, donc pour nous édifier. Mais ce que je sais, c'est que ce qu'ils ont dit eux, et ce que M. Pisani, qui est l'ambassadeur de l'Union européenne, a dit, c'est comme la nuit et le jour. C'est totalement différent. Non, ce qu'il a dit, c'est que... quelle est la différence? Le contrat qui lie l'État du Sénégal donc, à l'Union européenne, c'est un contrat de 10 000 tonnes par an. 10 000 tonnes par an. Oui, les 10 000 tonnes, je précise, que ne concernent que 2 espèces. C'est-à-dire
le thon et le merlu noir. Les 10 000 tonnes. Mais d'après l'ambassadeur, ils n'ont jamais pu atteindre donc ce taux de 10 000 tonnes. Ce chiffre-là. Donc ils sont donc entre 3 000 et 4 000 tonnes. Ce qu'il a indiqué également, il y a 132 navires battant pavillon sénégalais. 132 navires battant pavillon sénégalais contre 15 navires battant donc pavillon européen. D'après lui, il y a 17 449 pirogues artisanales. Il y a 400 000 tonnes qui sont pêchées chaque année dans les eaux. Et qui pêche ces 400 000 tonnes mais si je vous dis qu'il y a 132 navires battant pavillon sénégalais, il y a 47 000, non, il y a 17 449 mais pirogues artisanales, mais évidemment que les gens là peuvent pêcher. Pour 400 000 tonnes, l'Union européenne est à 3 000 ou 4 000 tonnes et c'est des merlus noirs et du thon. Cela pose problème. C'est pourquoi je dis, ce qu'ils disent et ce que l'ambassadeur a répondu, c'est comme la nuit et le jour. Maintenant, seul on nous dit, donc pour nous certifier. Maintenant, je suis sûr que donc parmi ces navires, les 132 battant pavillon sénégalais, mais peut-être il y a des prénoms. Oui. Peut-être il y a du Jean Venture, donc on a un Sénégalais plus un Européen, parce que les gens sont les hommes d'affaires, mais sont intelligents. Mais ça, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, seul on nous dit sérieux, donc pour nous édifier, donc sur ce qui se passe réellement, donc dans nos eaux. Mais ce qu'il faut constater quand même, c'est que il y a la raréfaction donc du poisson. Il y a également sur la petite côte que vous allez dans les îles de Saloum, un peu partout quand même, les pêcheurs se plaignent donc de la raréfaction donc du poisson. Ok, donc il faut rétablir une souveraineté bradée. Mais il faut, on nous dit d'abord. Et réévaluer les accords de pêche. C'est important. Je suis d'accord. Ok. Voire même les supprimer, pourquoi pas. C'est important. Alors, là également, je pense qu'il faut encourager donc les aires marines protégées. Ok. Vous allez chez nous dans le département de Foundiougne, nous avons l'aire marine protégée donc du Gandoul. Et il y a également l'aire marine protégée du Bambouk. Et moi, je sais que les populations se sont donc organisées tellement qu'il y a même des moments où ils décident tous donc d'un repos biologique. Donc qui permettent donc aux poissons, bien entendu, de se reproduire. Donc de se reproduire. Il y a également, ça c'est un projet du conseil départemental, les récifs artificiels. Donc le récif artificiel donc de Djirnda, donc dans le cadre de la coopération avec la Nouvelle-Aquitaine. Donc nous avons émergé donc des récifs donc dans la mer qui permettent aux poissons de pouvoir se reproduire. Donc maintenant, les moments de repos biologique aidant, ça peut aider donc à faire revenir le poisson, bien entendu. Ok, ça c'est un bon projet. Alors, revenons sur la diplomatie sénégalaise parce qu'il nous reste peu de temps. Sous Diomaye Faye, après des visites dans les pays limitrophes, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye va au Nigeria et au Ghana. Alors, quelles sont les attentes sur ces visites-là? Oui, moi je l'encourage, en tout cas dans la démarche depuis sa nomination qu'il a adoptée. Donc il s'est approprié des principes, sinon un principe très cher, donc à feu Léopold Sédar Senghor. C'est-à-dire le principe des cercles concentriques. Pour avoir la paix, donc il faut chez soi, il faut être en paix donc avec ses voisins. Le fait d'aller en Mauritanie, le fait d'aller donc en Guinée-Bissau, le fait d'aller en Gambie, donc dans le cadre de la géopolitique, la géostratégie, donc c'est des choses que moi j'encourage. Parce que comme vous le savez, la zone sud donc, est une zone depuis des années donc, qui est en guerre contre l'État du Sénégal. Et leur zone de repli donc, ont toujours été la Gambie et la Guinée-Bissau. Donc ça c'est stratégique. Vous allez également en Mauritanie, c'est normal. Parce qu'en Mauritanie, nous sommes liés donc, par... nous partageons donc, nous partageons voilà, des puits de gaz, c'est normal. La mer, voilà. Le fleuve, merci. Et puis il y a tout le temps des tensions entre la Mauritanie donc, et les pêcheurs donc guindériens et autres. Je pense également aller au Ghana et au Nigeria. Si on sait que le Nigeria est le premier producteur donc qui ravitaille le Sénégal en matière de pétrole, non seulement c'est raffermir les relations, mais également faire du benchmarking. Donc pour essayer de s'inspirer du cas dans la gestion donc des ressources naturelles comme le pétrole et le gaz donc au Nigeria et au Ghana, donc permettrait d'avoir une idée beaucoup plus claire donc de ce qui doit être
donc le gaz et le pétrole sénégalais. Faire en sorte, en tout cas, que ce gaz et ce pétrole soient une bénédiction et non une malédiction. Là, j'encourage, vraiment, j'encourage sa démarche pour le moment et on prie Dieu pour qu'il réussisse. Donc, à, disons, apaiser donc, le climat social, donc un peu partout dans la sous-région, parce qu'à la vérité, donc avec le terrorisme au Mali, donc au Nigeria, donc en Libye ou bien au Burkina, qui est devenu un no man's land, je pense qu'il a tout intérêt donc à rétablir des relations de confiance donc avec ces pays, donc permettrait donc de mieux sécuriser donc les Sénégalais et les Sénégalais. Okay. Il est attendu également en France. Et la France, comme on le sait, a été tant décriée par le parti PASTEF, n'est-ce pas? Oui, ou bien les réalités ne sont pas les mêmes. Non, par le parti PASTEF et ses partisans. Mais moi, je pense que ce qui s'est passé avec le FMI et la Banque mondiale, ça passera en France. Parce que des propos... Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Non, des propos d'opposants donc sont loin des propos d'un homme d'État. Bon, maintenant, ce sont plus des opposants, ce sont eux qui... donc préside aux destinées de millions de Sénégalais. Donc Diomaye, en tout cas, le président Diomaye Faye, donc a cette attitude. Bon, et nous prions pour que vraiment la France et le Sénégal quand même, donc les relations donc redeviennent au beau fixe, parce que c'est des relations depuis des années. Donc nous prions pour que ces relations... Bon, maintenant, hier, j'ai vu un opposant à Macron donc venir au Sénégal. On va en parler. Donc Mélenchon. J'espère que ça n'impactera pas donc sur les relations donc, de fraternité donc, entre le Sénégal et la France. Alors, la fête, M. Deme, la fête de la Tabaski s'approche. Le mouton coûte cher. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier les pistes mauritaniennes et maliennes pour casser les prix? Les Sénégalais vendent trop cher les moutons. Oui, c'est un choix que les gens font. Parce que, pour dire vrai, donc à chaque Sénégalais son mouton. Hein. Mais la majorité, il faut penser à la masse. Je sais. Qui n'ont pas les moyens non, pour... Non, c'est ce que je veux dire. Les moutons de la Mauritanie ou du Mali, communément appelés Tchogal, certains Sénégalais n'en veulent pas. Maintenant, si vous trouvez un Sénégalais qui élève des moutons Ladoum et autres, qui investit dans ces moutons, vous ne pouvez pas l'obliger donc à casser ses prix pour vendre ses moutons à un vil prix. La vérité, c'est que chaque Sénégalais a son mouton. Maintenant, il faudrait que les gens quand même sachent raison garder. Moi, j'ai 100 000 francs, je ne peux pas avoir la prétention d'acheter un mouton à 250 000 ou même à 300 000 francs. C'est ça la vérité. Bon, j'ai entendu maintenant... lors d'un conseil interministériel donc sur la Tabaski, le président quand même donc prend des mesures mais qu'on encourage, c'est-à-dire lever toute taxe, donc faciliter l'arrivée des moutons, donc des Maliens comme des Mauritaniens. Donc on ose espérer que les Sénégalais auront suffisamment de moutons. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les Sénégalais, mais peut-être que c'est parce qu'ils sont là depuis moins de 2 mois. Il n'y a pas d'argent dans ce pays. Hein. Il n'y a pas d'argent? Non, il n'y a pas d'argent. Les gens disent partout. Hein. Les gens sont inquiets à la limite. L'argent a été pillé Non, je ne dis pas qu'il a été pillé. Moi, comme je ne suis pas un économiste, je vais pas expliquer le phénomène. Mais en tout cas, les gens sont unanimes. Donc, à le reconnaître. Je ne sais pas parce que... Et pourtant, on paye les salaires. Bon, on paye les salaires. Jusqu'à présent, on n'a pas vu... Peut-être qu'il y a des entreprises donc, à qui l'État doit de l'argent. Moi, je ne peux pas m'expliquer ce phénomène. Mais ce que je sais, c'est que ce soit des collègues, que ce soit des voisins, que ce soit des amis, partout, la chanson donc, est la même. C'est dur. Comme moi, je ne suis pas un économiste, je ne peux pas donc, expliquer ce phénomène. C'est un constat que moi, je fais déjà. Et c'est inquiétant donc, pour la Tabaski. Il faut également noter que cette Tabaski va coïncider donc, avec l'installation précoce donc, de l'hivernage. Des gens en période d'hivernage, c'est des périodes souvent donc, de soudure. Là, c'est le fils de paysan qui parle. Donc, c'est des périodes de soudure où le paysan donc, ne va plus au marché hebdomadaire, où donc, le pouvoir d'achat donc, de 70% de la population donc, baisse. Le grenier est presque vide. Le grenier est presque vide. Donc, l'hivernage s'installe, il n'y a pas encore d'herbe donc pour les ruminants. Les troupeaux. Bon, voilà, la paille pour
Donc pour avoir la paille d'arachide, c'est la croix et la bannière. Donc c'est des moments un peu difficiles souvent. Donc dans le monde paysan, ici on sait que plus de 60 à 70% de la population vivent de ça. Donc c'est ça qui m'inquiète un peu. Mais j'espère, en tout cas je prie, pour que le Premier ministre, Ousmane Sonko et le président son excellence Bassirou Diomaye Faye réussissent quand même. Donc cette politique donc, de Tabaski, pour que les Sénégalais quand même puissent vraiment fêter donc, dans le calme et dans l'allégresse. Dans l'allégresse, ok. Nous vous rappelons que nous recevons M. Amadou Dème, qui est le secrétaire général de l'Union départementale des coordinations PS, Parti socialiste de Foundiougne. Il est également membre du bureau politique, vice-président du conseil départemental de Foundiougne, secrétaire général syndicat des travailleurs de la Poste. Le conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations en perspective de l'hivernage 2024 présidé par le Premier ministre. Alors, au titre des actions préventives, faire prendre d'urgence les dispositions utiles, notamment par l'ONAS, la DGPI, la DME et la GEROUTE pour la finalisation des travaux en cours au niveau des zones critiques. Est-ce que c'est ça qui peut régler ce problème, selon vous? Oui, peut-être que y a un réflexe anticipatif qu'il faut encourager. Mais moi je pense quand même, et les Sénégalais sont unanimes, en tout cas ceux qui sont de Dakar et de la banlieue, que beaucoup d'efforts ont été faits donc, par le régime précédent pour ce qui est des inondations. Les inondations ont été beaucoup atténuées. Donc depuis quelques années quand même, beaucoup d'efforts ont été faits. Maintenant, le fait de curer des caniveaux et autres là, je pense qu'ils n'avaient même pas besoin de conseil interministériel pour ça, parce que les communes donc ne pouvaient le faire. Mais est-ce que les communes jouent leur rôle? Est-ce que les communes ont les moyens? Non, certaines communes le font. Je me rappelle quand l'autre Diop là était maire de Pont-E, de Pont-E Fan, mais c'est lui qui a amené ses équipes, mais nettoyer complètement le canal 4. Certaines communes mais le font. Vous allez également dans la banlieue, les gens n'attendent pas l'État pour tout. Il y a certaines communes mais qui le font. Je pense que pour ça on n'a même pas besoin donc est-ce qu'il ne donc fallait pas renforcer ces communes-là, leur donner les moyens? Non, il y a des services dédiés donc, qui peuvent venir donc, en appui, donc encadrer ces communes, les accompagner donc, en moyens matériels surtout, donc pour donc, aider à faciliter le travail de curage. Bon, mais comme j'ai indiqué tout à l'heure, moi j'encourage donc, cet esprit donc, anticipatif, parce que l'hivernage va bientôt s'installer, et c'est tout à fait normal quand même que donc, un conseil puisse être donc convoqué pour réfléchir sur ces questions qui sont des questions mais cruciales. Mais quand même, reconnaître que depuis quelques années, beaucoup d'efforts ont été faits pour ce qui est donc, des inondations. Vous allez dans la banlieue, mais les gens souffraient beaucoup plus il y a de cela 15 à 20 ans, mais quand même depuis 2-3 ans, beaucoup d'efforts ont été faits. Et puis moi, j'en sais quelque chose parce que c'est un ministère qui a été dirigé par un grand frère, un ami, un camarade de parti. Et je m'intéresse bien entendu à tout donc, ce que les socialistes faisaient donc, dans le département ministériel respectif. Mais je sais que Serigne Mbaye et son équipe, la DGP et autres, ont fait un excellent travail pour ce qui est donc, des inondations. Ils avaient vraiment une bonne vision. Et moi, je pense que ça ne gêne aucunement pas que le ministre de l'assainissement et de l'eau donc se rapproche donc de son grand frère qui était là donc avant lui pour discuter sur ces questions-là. Ça ne gêne aucunement pas parce que l'administration est une continuité. Je pense que ça ne gêne aucunement pas qu'il puisse donc les associer. Serigne Mbaye et son l'ancienne équipe qui était là, qui présidait donc sur ces questions, réfléchir ensemble pour trouver donc des solutions, faire en sorte en tout cas que les populations ne puissent pas vivre donc cette situation qu'ils vivaient donc il y a quelques années. Est-ce que les zones qui inondent souvent, c'est des zones habitables? Est-ce que les gens ne devraient pas quitter ces zones-là et essayer de trouver d'autres endroits beaucoup plus pour régler ce problème-là? Non, moi je pense que les gens donc, sont dans ces zones-là depuis Matoussal. Le problème qui se pose, c'est des zones certes non édificantes, mais quand même, c'est des zones où il n'y a pas d'assainissement.
Okay. C'est ça le problème. Donc vous enlevez cette personne-là, mais d'autres vont venir. C'est ça la vérité. L'État laisse faire. J'ai donné l'exemple de la zone de captage. Mais la zone de captage, personne n'aurait imaginé il y a 30 ans, mais que des gens puissent habiter. Voilà, donc c'est des zones non édificantes. Donc comme disent les Wolofs, mais moi je pense que les gens sont là parce que c'est des zones destinées au maraîchage. Lorsqu'on parle de captage, zone de captage, mais c'est pour capter. Mais les eaux de ruissellement, les eaux de pluie. Et les gens pratiquaient même l'agriculture. L'agriculture, le maraîchage et autres. Voilà. Mais malheureusement, les gens sont là maintenant. Bon, il ne s'agit pas de dire, voilà, on va les déloger, des gens qui ont construit. Bon, ça c'est même impensable. Maintenant, faire en sorte que, comme l'a fait l'État, comme je l'ai dit tantôt, il y a 2 ans, 3 ans quand même, il faut reconnaître que beaucoup d'investissements ont été faits dans la banlieue et les zones mais concernées. Donc, mais pour soulager les populations, c'est cette politique-là qu'il faut renforcer. Donc, travailler dans l'assainissement, donc faire des investissements un peu lourds quand même, mais structurants qui permettent aux populations donc, de ne pas souffrir trop des eaux. En tout cas, les gens souffrent trop. Alors, Jean-Luc Mélenchon à Dakar, il a été invité au Sénégal par le PASTEF, le parti du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. S'il a largement abordé ces points de convergence avec Sonko, Mélenchon a également souligné qu'il n'était pas d'accord avec lui sur la question du mariage entre personnes de même sexe. Quelle a été l'importance de cette visite avec des points et des idéologies différentes? Oui, moi je constate pour m'en désoler que quand même Mélenchon puisse venir à Dakar et tenir certains propos. Pour moi, c'est des propos déplacés en fait. Mais heureusement quand même, je ne suis pas avec le Premier ministre Ousmane Sonko, mais quand même j'ai apprécié sa réponse. D'abord sur l'homosexualité, ensuite... Quelle est sa réponse? Il a répondu d'une manière responsable et très sèche. Parce que lorsque Mélenchon lui dit que ça me gêne même de voir un chef de gouvernement polygame, lui dit, mais même si ça vous gêne, demain attendez-vous à me voir débarquer en France avec mes 2 épouses. C'était responsable. J'ai également apprécié, donc d'une manière tranchée, donc sa réponse. Ce qui me gêne à la limite, peut-être c'est un lapsus, parce que quand même, quelqu'un qui parle durant presque donc plus d'1 heure, donc je pense qu'à partir d'un seul mot, on ne peut pas le juger. Mais il a donc à certains moments de son discours, donc il a dit que l'homosexualité est tolérée au Sénégal. Moi, je me dis que c'est un lapsus. Est-ce que réellement l'homosexualité est tolérée au Sénégal? Mais l'homosexualité est criminalisée au Sénégal depuis 1966. Okay. Mais c'est la loi 66-16 donc de février 1964, de février 1966, du 12 février 1966. Donc c'est la loi, c'est puni par l'article 319 du code pénal. Non seulement donc alinéa 3, et puis rappelez-vous, il y a quelques années, mais il y a un homosexuel qui a été, bon, je ne sais pas si c'est un homosexuel, mais il y a un fait qui s'était passé à Kaolack. Même le procureur s'était autosaisi. Il y a quelqu'un qui a été déterré des cimetières et a été brûlé à Kaolack. Tout à fait. Donc il n'y a pas de tolérance. Tout le monde se rappelle de ça. Maintenant, s'il parle de tolérance, que les Sénégalais le tolèrent, je pense que c'est un lapsus de sa part. Mais pour rappel, l'homosexualité est criminalisée au Sénégal donc depuis 1966. Donc par la loi 66C du 12 février 1966. Et il y a même des amendes de 100 000 à 1 500 000. Des peines de prison qui peuvent aller de 1 à 5 ans de prison. Donc donc l'homosexualité est donc criminalisée. L'homosexualité mais est condamnée par toutes les religions révélées au Sénégal. Donc je pense que parler de tolérance, parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, peut-être c'est un lapsus donc de la part du Premier ministre Ousmane Sonko, donc à sa décharge, parce que même dans ses réponses, je pense quand même sur certaines questions, donc il a apporté des réponses vraiment tranchées. Que moi maintenant, ce qui m'a le plus fait mal, et c'est pourquoi je me dis que l'ignorance, il faut combattre l'ignorance au Sénégal. Des jeunes qui sont à l'université, des étudiants, l'avenir du pays, mais ont applaudi lorsque Mélenchon parlait de l'homosexualité. De sexualité. Donc ils ont applaudi comme des machines sans même écouter le discours de Mélenchon. Et c'est ça qui est inquiétant en fait, donc pour un pays comme le Sénégal.
Donc ils n'ont pas fait attention à ce que disait Mélenchon, n'est-ce pas? C'est ça le danger du populisme. Lorsqu'on est populiste et qu'on trouve un terreau fertile, c'est-à-dire des jeunes qui sont dans l'ignorance, mais ils peuvent avaler tout ce que vous dites. C'est ça qui s'est passé dans ce pays. Les gens sont ignorants, les jeunes étaient dans l'expectative, donc dans les difficultés, ils n'avaient pas d'emploi, la vie était chère, donc ils sont chez leurs parents, certains donc préféraient prendre les pirogues. Donc, mais Sonko a trouvé un terreau fertile. Il avait un discours populiste qui fait que, mais ces jeunes ont cru en lui. Et c'est ce qui s'est passé hier ou avant-hier à l'université. Les gens ont applaudi sans même écouter les propos les propos tenus par Mélenchon. Le contenu du discours. Le contenu. Et c'est ça qui m'a fait peur. Et c'est ça qui m'a dérangé en fait dans la visite de Mélenchon. Donc il l'a retenu dans un milieu analphabète, je l'ai compris. Mais quand même des étudiants qui supposent parler donc couramment français quand même. Mais écoutez Mélenchon débiner ses inepties et l'applaudir m'a beaucoup choqué. Alors, M. Dème, notre émission tire à sa fin, mais on va aborder un dernier point. Dans le programme de revitalisation des vallées fossiles, faire extraire l'eau à partir du fleuve Sénégal qui va traverser une bonne partie du pays. Cela pourra régler le déficit de consommation au niveau de l'élevage et certaines zones du pays, de Saint-Louis à Dakar, en passant par Touba. On l'appelle l'autoroute de l'eau. Alors, ils ont même, c'est le Premier ministre qui a annoncé ça, ils ont reçu l'autorisation de l'OMVS. Quelle appréciation faites-vous? Bon, s'ils ont reçu l'autorisation de l'OMVS, moi j'applaudirais à deux, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup parce que cette eau n'appartient pas seulement à l'État du Sénégal. L'OMVS, ils ont reçu l'autorisation de l'OMVS. Oui, mais l'OMVS c'est un organisme donc, qui appartient aux différents États. Mais avoir l'autorisation de l'OMVS ne veut pas dire avoir l'autorisation des États voisins, notamment la Guinée et la Mauritanie. Donc, Abdoulaye Wade quand même, qu'on le veuille ou non. Donc, je pense que ce projet des vallées fossiles, donc c'est un projet qui lui... De revalorisation des vallées fossiles. Revitalisation, moi je ne sais pas. Donc, c'est un projet qui lui tenait à cœur. Oui. Ça tenait également à cœur au président Diouf. Je sais que Mamadou Faye, donc s'il m'écoute, ancien ministre de l'hydraulique du Sénégal, il a beaucoup travaillé. Mais ce que si j'ai un conseil à donner au nouveau tenant du pouvoir, c'est de travailler avec un homme, Ablaye Sène de Fatick, qui a été même... Donc on l'appelle même nous Ablaye Sène Vallée Fossile. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien le dossier. Mamadou Faye, ancien ministre de l'hydraulique, connaît bien le dossier. Serigne Mbaye Thiam connaît bien le dossier. Donc il ne faut pas qu'il aille trop vite en besoin. Ablaye Sène, c'est l'ancien président du conseil régional. Voilà, c'est quelqu'un qui nous a tous encadrés, donc il nous a beaucoup accompagnés. C'est quelqu'un en tout cas techniquement, donc qui maîtrise beaucoup ces dossiers-là. Je pense que ça ne gênerait pas à ce qu'il crée une commission. Que nous saluons au passage, parce que c'est notre parent. Voilà. Moi, c'est mon oncle, et puis c'est le cousin à ma mère. Et puis, vraiment, je lui fais un coucou. Mais quand même, vraiment, il gagnerait beaucoup à créer une équipe. Donc, d'anciens cadres des différents régimes, pour qu'ils réfléchissent donc, techniquement sur ces questions-là, qui sont des questions très sensibles, qui peuvent même impacter négativement donc, le bon voisinage entre le Sénégal et certains pays. En tout cas, le Sénégal, certaines zones du Sénégal ont énormément de problèmes pour trouver l'eau potable, surtout à Touba. C'est un problème qu'il faudra essayer de régler. Oui, mais il faut y aller mollo. Parce que quand un Premier ministre, Ousmane Sonko, dit à Linguère, parler de mer à Linguère, ça veut dire qu'il ignore beaucoup de choses. Donc c'est le Sénégal. Il faut y aller mollo. En tout cas, c'est le conseil, si je me permets. Donc j'aurai à le donner. Alors, votre dernier mot, M. Dème? Oui, moi je vous remercie. J'espère que, parce que le temps est passé tellement vite, je n'ai même pas senti le temps passé. Remercier donc, pour l'invitation d'abord. Et donc m'excuser
si par moment j'ai tenu des propos qui peuvent gêner ou offenser quelqu'un. Donc c'était pas mon idée. Mais en tout cas, prier donc, pour que l'espoir que l'avènement de son Excellence Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays a suscité au niveau de la France, surtout jeune, cet espoir-là ne soit jamais déçu. Parce que si cet espoir a déçu, en tout cas, donc si cet espoir est déçu, en tout cas, je ne le souhaite pas, donc tout peut arriver dans ce pays. Donc il nous suscite beaucoup d'espoir au niveau surtout de la jeunesse. Donc prier pour lui d'abord, prier pour son gouvernement, et puis prier également donc, pour la paix donc, au Sénégal. Merci d'être venu. Nous remercions le directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, et tout le personnel de Océan FM, le rédacteur en chef Moussa Nia. La partie technique a été assurée par Ibrahim Diop. La présentation Abdou Diouf. À dimanche prochain pour un autre invité. Merci.